Bonsoir. Dématérialisation des valeurs mobilières sur l'ensemble des sociétés anonymes et sociétés par action simplifiées régulièrement immatriculées au Cameroun. 530 sociétés sont codifiées et leur émission est prise en charge à la Caisse autonome d'amortissement. Ces chiffres sont du directeur général de l'institution et datent de avril 2021. Celui-ci précise d'ailleurs que parmi ces sociétés, 190 ont collecté et déposé à la CAA des certificats physiques et de titres de leurs actionnaires en vue de leur destruction et 50 ont mis en place des modalités de tenue de compte titres. L'obligation de la dématérialisation des valeurs mobilières est en vigueur depuis 2014. Les sociétés anonymes avaient 4 ans pour se conformer. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Les entreprises semblent toujours réfractaires à cette réforme. La Caisse autonome d'amortissement a annoncé en mai dernier la phase répressive contre ces dernières au second semestre 2021. La masse critique à atteindre pour passer à la phase répressive avait été fixée à 500 sociétés. Rendu au mois de décembre, où en est-on? 6 mois après l'annonce, les sociétés auront-elles un autre moratoire? Peut-être avant d'y arriver, il sera intéressant de savoir ce qu'est une valeur mobilière et plus loin comprendre sa dématérialisation et son importance. Avec notre invité de ce soir, nous parlerons donc des enjeux de la dématérialisation des valeurs mobilières, ses avantages et les sanctions encourues. Docteur en droit privé, option droit des affaires, il a fait de cette problématique sa thèse doctorale. Le docteur Fabrice Chatat Tounia est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane, merci d'être sur ce plateau. Pardon, c'est bien Fabrice. Fabrice. Voilà. Alors comme je le disais tout à l'heure, nous allons peut-être commencer par l'aspect didactique. Vous allez nous dire en français facile qu'est-ce que c'est qu'une valeur mobilière avant de nous expliquer plus loin ce qu'est la dématérialisation. D'accord. Une valeur mobilière, c'est tout simplement, si je vais dire, sous le plan du droit, c'est un titre de capital ou un titre de créance qui est émise par une société de droit privé ou de droit public qui donne accès soit à une quotité du capital, soit à un droit de créance sur le patrimoine de la société. Bon, là, je vous ai présenté l'aspect juridique. De façon concrète, le titre de capital, donc une valeur mobilière comme titre de capital, c'est généralement ce qu'on appelle une action. Et à côté, le titre de créance, c'est ce qu'on appelle une obligation. Donc, l'action, c'est ce qui vous donne droit à une quotité du capital, tandis que l'obligation, c'est ce qui vous donne un droit de créance sur le patrimoine de la société. Et toujours est-il que ces deux titres sont émis par une société par action. Donc, que celle-ci soit anonyme ou qu'elle soit par action simplifiée. Donc, de façon basique, si je peux dire, c'est ce qu'on entend par valeur mobilière. D'accord. Voilà. Pourquoi sa dématérialisation? Le titre, quand on comprend bien, ça veut dire que c'est un titre physique. Pourquoi la dématérialisation? Oui, très bonne question parce que pour comprendre déjà la dématérialisation, il faudrait rentrer dans la genèse de ce que c'est le titre physique ou le titre matériel. Parce que vous savez, physique et matériel sont des synonymes, contrairement à ce qui est immatériel ou ce qui est dématérialisé. Bon, voilà, comme je disais tantôt, la valeur mobilière est quelque chose d'assez soft, comme disent les informaticiens, ce n'est pas palpable. C'est quelque chose qui est aléatoire et tout, on ne peut pas toucher du doigt. En principe, c'est cette valeur-là qui faisait, je vais dire quoi, la caractéristique du droit qu'un titulaire détient dans une entreprise. Mais puisque ce qui est volatile n'est pas palpable et est donc difficile à prouver, il fallait qu'on ait un support physique pour attester que voilà, je suis actionnaire de telle société. Comment est-ce que je prouve cet état d'actionnaire? Il a donc fallu qu'on procède à la matérialisation. Donc, étant actionnaire d'une certaine valeur ou bien d'une quantité de titres, il fallait qu'on puisse avoir un document pour attester qu'on détient des actions dans une société. Et voilà, si un individu, je vais dire X, a une valeur mobilière qui équivaut à
500 francs, il fallait donc qu'on trouve un support pour dire, bon voilà, on va le calquer là sur ce document papier pour dire, voilà ce qui représente ces 500 francs. Et c'est par ça qu'on entend dans la valeur mobilière qui, à la base, était un titre physique ou un titre matérialisé. Donc, pour pouvoir justifier le droit, il fallait qu'on puisse avoir un document papier pour conserver cette valeur mobilière-là. Et c'est donc de là qu'on va à la dématérialisation. Parce que dématérialiser suppose qu'on enlève le support physique pour ne conserver que la valeur, mais dans un autre support qui maintenant est numérique. Alors, si je comprends bien, le titre est une action. Alors, pour matérialiser, on prend un papier. Tout Donc, à fait. si dans une société, j'ai, disons, 20 actions, Oui. c'est 20 papiers qu'on me donne. Ou c'est sur un papier, on met que donc on a 20 actions. Ah oui. En fait, l'action est individuelle. Vous avez une action, puisqu'il y a des valeurs nominales. Quand on fractionne le capital, il y a ce qu'on appelle une valeur nominale. Donc, si on a, dans l'espace OHADA, par exemple, le minimum du capital social d'une société anonyme est de 10 millions. Et lorsqu'on a une valeur nominale de 10 000 francs, ça fait 1000 titres émis. Donc, c'est 1000 titres individuels. C'est 1000 titres fois 10 000 qui font 10 millions. Donc, ça suppose que lorsqu'on émet 1000 titres, on doit avoir une contrepartie de 1000 titres papier, puisqu'il y a des numéros d'autres, donc qui sont numérotés de 1 à 1000. Vous savez, dans ce processus-là, vous pouvez avoir plusieurs actionnaires. Donc, s'il y a 2 actionnaires, ça suppose que ou le premier, il est les titres qui vont de 1 à 500, et le deuxième, de 501 à 1000. Donc, ça suppose 1000 titres papier. Alors, sachant que la valeur mobilière est un outil de financement des entreprises, quelles sont les caractéristiques donc, de ces valeurs mobilières-là? Les caractéristiques des valeurs mobilières? Bon, par caractéristiques, je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire. Comment doit être la valeur mobilière? Je veux dire que certainement, elle doit être ceci ou elle doit être cela, je ne sais pas, c'est vous l'expert. En fait, en droit, on dit que la valeur mobilière confère des droits. Donc, il y a ce qu'on appelle des droits pécuniaires et il y a ce qu'on appelle des droits extra-pécuniaires. Donc, quand vous êtes titulaire d'une valeur mobilière, et pour être précis, quand vous êtes titulaire des actions, ou vous êtes actionnaire, pour faire simple, vous avez des droits pécuniaires qui sont quoi? Le reversement des dividendes, par exemple. Et les droits extra-pécuniaires renvoient, par exemple, au droit de vote que vous avez dans des assemblées générales, oui, ou au conseil d'administration. Donc, lorsqu'on vous établit une valeur mobilière, c'est déjà pour attester que vous êtes actionnaire dans une entreprise. Vous êtes actionnaire dans une société donnée. Et à partir des actions que vous détenez, vous pouvez non seulement justifier cet état, mais vous pouvez donc prendre part aux différentes assemblées qu'il y a dans la société et vous pouvez également bénéficier des dividendes qui sont en quelque sorte les revenus sur le produit que le titre a généré. Donc, si on se comprend, c'est ce que je dirais, c'est ce que j'appellerais les caractéristiques ou le bien fondé d'une action. D'accord. Alors, c'est la réforme du droit des sociétés commerciales OHADA qui a apporté ces modifications. Sauf que, on précise que dans ces modifications-là, il n'y a pas les modalités de dématérialisation. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Et comment comprendre cet état de choses? Bon, pour aller même un peu plus loin, je dirais que l'OHADA, précisément son acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales du 30 janvier 2014, rend obligatoire l'inscription en compte des titres. Ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas l'OHADA qui commence avec cette opération-là en Afrique. Puisque l'OHADA, je vais dire quoi, le législateur a pour souci d'encadrer l'environnement économique pour que les affaires se fassent de la meilleure manière possible. Quand on va un peu plus loin, à partir de l'OICV, dans l'Organisation internationale de la Commission des valeurs, il y a la recommandation numéro 6 qui prescrit que les valeurs soient largement immobilisées, dématérialisées et transférées par passation d'écriture dans les livres des dépositaires centraux. Et cette recommandation date de 2001, novembre 2001. Donc vous voyez, quand on a une organisation internationale qui prend la peine d'étudier l'environnement des valeurs mobilières ou des titres et prescrit
cet ordre-là, l'OHADA ou le législateur OHADA sent le besoin de s'arrimer, non seulement pour dynamiser l'économie, parce que ça c'est dans le rôle du législateur, mais aussi pour s'arrimer à la donne du numérique qui est en train d'envahir le monde, ou la digitalisation. On ne peut aller nulle part sans parler de digitalisation. Donc voilà comment le législateur OHADA part de 1997 à 2014 en rendant obligatoire la dématérialisation des valeurs mobilières. Le hic donc, c'est que c'est un mécanisme qui est assez, je vais dire quoi, complexe, bon, sans pour autant effrayer les téléspectateurs ou quoi que ce soit. Il évite de s'aventurer comme ça pour dire, bon, on va essayer de prendre le processus de A à Z, parce que si vous avez connaissance de la nomenclature de l'acte uniforme relatif aux droits de société commerciale, c'est un acte uniforme qui a au moins 900 articles. Donc vous imaginez prendre encore tout un espace pour encadrer seulement la dématérialisation des valeurs mobilières, ce serait quelque chose d'assez lourd. Donc le législateur OHADA fait quoi? Il prend déjà la peine de le rendre obligatoire. Parce que lorsqu'on prend l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales de 1997, cette opération est encore facultative. Elle est facultative même pour les sociétés qui font appel public à l'épargne. Donc ça suppose que lorsqu'une société ne fait pas appel public à l'épargne, elle n'envisage même pas de dématérialiser. Donc le législateur donne donc le choix de dématérialiser si la société fait appel public à l'épargne. Ça, c'est ce qui est prévu par l'article 764 de l'acte uniforme de 1997 sur les sociétés commerciales. En 2014, donc, elle généralise. Donc c'est déjà le premier pas du législateur de dire, bon voilà, on est dans un contexte numérique, on est dans un contexte où il faut dynamiser les affaires, on est dans un contexte où les titres ne sont pas assez sécurisés. Il faudrait donc déjà qu'on pense à poser les bases avant de voir ce qu'on pourra faire plus tard par rapport aux modalités d'application. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à ces limitations des articles 744 et 745 du nouvel acte uniforme. Donc, il ne détermine pas les modalités en laissant que chaque État, par exemple, décide de comment il va faire? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors, vraiment, j'espère que je comprends très bien ce que vous êtes en train de dire. À ce moment-là, ça c'est pour préciser à nos téléspectateurs, hein, Oui. nous, j'ai envie de dire, au Cameroun, il y a eu une précision sur comment faire cette dématérialisation-là. Tout à fait. Pourquoi donc les autres traînent? Est-ce que c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation? Est-ce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'explications aux propriétaires de sociétés? Pour revenir sur la question, vous avez dit les autres. Les autres, c'est qui? Je veux dire les autres États. Les autres États. Oui. Pourquoi Le Cameroun, lui, semble-t-il, a précisé comment faire les modalités de dématérialisation. Donc, je m'en tiens au cas Cameroun. Pourquoi donc les entreprises camerounaises traînent le pas? Est-ce que c'est qu'elles ne sont pas bien informées? Est-ce qu'elles elles ne comprennent pas bien ce qui se passe? Ou alors c'est qu'on se dit, bon, chacun se débrouille? Non, par retour d'expérience, parce que non seulement pour avoir étudié le sujet sur le plan théorique, dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai également eu plusieurs aspects pratiques. Donc j'ai eu à côtoyer plusieurs entreprises, j'ai eu à faire plusieurs séminaires qui ont été organisés par le dépositaire national, qui est la Caisse autonome d'amortissement. Ce que je dirais, par retour d'expérience, comme j'ai précisé d'entrée de jeu, c'est que beaucoup d'entreprises n'ont pas compris le bien fondé de la dématérialisation des valeurs mobilières. Et je me suis rendu compte que ces entreprises n'ont pas bien compris le bien fondé parce qu'il y avait déjà un vice dans la constitution de nos sociétés par action. Okay. Parce que si ces entreprises-là avaient, je vais dire un temps soit peu, réuni tous les mécanismes qui encadrent le processus de constitution d'une société par action et en gérant leurs titres de façon matérielle, je pense qu'aujourd'hui, quand on aurait dit dématérialisation, alors tout le monde aurait dit Alléluia. C'est tout ce que nous attendions. Mais il y a eu ce hic dans la création et dans l'évolution de nos sociétés au Cameroun. Donc je ne sais pas si on se fait comprendre. Beaucoup n'ont pas eu à
palper un titre physique. Beaucoup de nos entreprises ne savent même pas ce que c'est qu'un titre physique. On sait qu'on est actionnaire dans une société donnée, mais on ne sait pas au fond, quand on est actionnaire, qu'est-ce que j'ai le droit d'avoir et qu'est-ce qui me revient, qu'est-ce qui revient à l'entreprise. Parce que dans la création d'une société par action, il y a des documents tels que les statuts, ça tout le monde connaît, le registre du commerce du crédit immobilier, que tout le monde connaît également, mais il y a la souscription. Beaucoup souscrivent, mais comme ça, de façon, je vais dire quoi, automatique ou automatisée. Vous n'avez pas de souscription, mais c'est quoi? Juste, bon, voilà, ok. Moi, j'ai souscrit 5 millions dans 10 millions, c'est tout ce que je sais. Donc, ça veut dire que j'apporte 5 millions. Mais il a quand même un document qui certifie que, bon, lui, là... Oui, tout à fait. Je vais dire ça, c'est ce qui se fait. Est-ce que celui-là, ce document-là, ce n'est pas déjà une sécurité pour lui? On peut dire que c'est une sécurité, mais c'est un document, je vais dire, de formalité. D'accord. Parce que c'est, vous remplissez, vous dites, bon, voilà, ici, je souscris 5 millions de francs CFA, et puis je vais dire quoi? 5 millions, ça fait 500 titres. Ouais. Voilà, je souscris 500 titres pour une valeur nominale de 10 000, bien entendu. Et vous allez peut-être signer, ça c'est le notaire qui va enregistrer pour rendre ça authentique. Mais ce n'est pas ça le titre. C'est juste pour bien élaborer les statuts. Bon, et il y en a même qui, à la limite, ne le font même pas. Ne le font même pas. Donc, à côté de ces documents classiques que tout le monde connaît, il y a ce qu'on appelle le registre des actions. Le registre des actions et les titres dont je vous parlais plus tôt, qui doivent être remis individuellement à chaque actionnaire. Parce que quand on parle d'émission, l'émission, c'est le fait de créer des valeurs mobilières ou des titres, par exemple. Donc, lorsqu'on vous dit qu'on émet des valeurs mobilières, c'est pour dire qu'on ouvre le capital à 10 millions. Donc, on va émettre 1000 titres, autant pour moi. Ça suppose qu'on a besoin de personnes qui vont venir souscrire ces 1000 titres-là. Et quand vous avez souscrit ces 1000 titres, on doit vous remettre donc des documents physiques qui attestent que vous avez ces 1000 titres. Donc, dans le processus de création de nos sociétés, déjà, il y a ces étapes-là qui ont été sautées. Ouais. On a manqué. Donc, ça fait qu'on a eu une création bancale. Et là, nous ne sommes qu'au niveau de la création d'entreprise. Parce qu'après la création, il faut bien que l'entreprise vive. Il faut le fonctionnement. Et quand l'entreprise vit, pour celles qui ont beaucoup d'opérations ou bien des transactions sur titre, il va sans dire que là, les opérations seront également matérielles. Si on prend ne serait-ce que les exemples de cession, de vente, d'achat, de transfert ou je ne sais pas quoi d'autre, ou même de dons, ou encore si on va même dans les cadres de succession, il va sans dire que lorsque le décujus n'est plus là, les titres vont aux ayants droit. Et quand ils vont aux ayants droit, ce sont des titres matériels qui vont aux ayants droit. Donc je suis en train de préciser là le mécanisme qui se faisait avant 2014. C'est ça qu'on appelle gestion matérielle des titres. Et comme je disais tantôt, si nos entreprises camerounaises avaient déjà pris le soin de constituer régulièrement leur société par action, alors là vraiment on aurait dit dématérialisation, que tout le monde aurait dit alléluia. Donc, si je comprends bien, elles ne veulent pas dématérialiser parce que ça a été faussé au départ. Est-ce que c'est fait à dessein ou c'est que les conditions pour se mettre en règle sont drastiques? Non. Déjà, je veux bien rattraper quand vous dites qu'elles ne veulent pas. Je pense qu'elles veulent même. Mais elles ne comprennent pas. Okay. Elles sont encore un peu tergiversées. Déjà par rapport à la constitution biaisée et puis par rapport aux réalités. Elles n'ont pas eu le temps ou la peine de comprendre ce que c'est qu'une gestion matérielle et l'odeur d'une gestion matérielle. Mais à côté de ça, les conditions pour la mise en œuvre de cette opération ne sont pas drastiques. Pour moi, elles ne sont pas drastiques. Le législateur camerounais a pris la peine de bien élaborer les textes en la matière. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé d'actions sans préciser qu'il y a des formes. Nous avons des actions nominatives et nous avons des actions au porteur, dont les titres. Il en va de même pour les obligations. Et le législateur camerounais prend la peine de dessiner un schéma de process pour les actions nominatives, aussi bien que pour les actions au porteur. Donc, quand je vais dire une société, si une société prend la peine de regarder les tests ou de lire les tests, vraiment, elle pourra s'en sortir dans ce schéma. Et si une société ne parvient pas à mettre ça en œuvre, elle peut faire appel aux experts. Il y a des experts. Bon, c'est vrai, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais... Vous êtes expert, on a très bien compris. Je me reconnais comme expert en la matière. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de sécurité.
La dématérialisation, c'est dans un but de sécurité. Oui. Je veux bien comprendre ce volet sécurité-là, puisque si j'ai déjà le titre, Oui. c'est pas une sécurité, ou alors l'insécurité, c'est où dans le matériel, l'insécurité, c'est à quel niveau à ce moment-là? Bah voilà, parler de sécurité dans la dématérialisation des valeurs mobilières, c'est pas trop nouveau ou hors du commun. En fait, ici, il s'agit de parler des bienfaits de la numérisation ou de la digitalisation, ou encore du numérique. Quand on essaie de voir les apports du numérique par rapport à la gestion physique, on se rend bien compte que le numérique nous allège vraiment la tâche. La communication est plus facile, la gestion des documents aussi est bien plus facile, parce que tout ce que nous gérons dans nos ordinateurs se fait de façon bien plus aisée que ce que nous gérons en termes de documents papier, lorsqu'il faut envoyer des courriers ou transmettre des documents ou quoi que ce soit, ou que ce soit des lettres porteurs, des lettres commandées. On sait tous que ce sont des mécanismes qui sont assez lourds. Donc quand on parle de dématérialiser les valeurs mobilières, le titre papier avait déjà cette sécurité qu'elle confortait l'actionnaire ou bien le titulaire du titre dans ce qu'il est, soit actionnaire, soit obligataire dans une société donnée. Mais le risque dans la gestion matérielle, et ça c'est en termes de papier généralisé, le titre, c'est un papier. Le gros problème avec ça, c'est généralement les stockages et la conservation. Quand vous avez un document papier, vous ne pouvez pas vous hasarder à aller sous la pluie si le document n'est pas bien ficelé bien protégé dans un cartable ou dans un sac, je ne sais pas trop, ou dans un plastique, dans un protège-format. Parce que là, vous risquez de le mouiller. Et une fois qu'il est mouillé comme ça, vous l'avez perdu. Et quand vous l'avez perdu, il faut rentrer dans le processus de fabrication des titres physiques. Et là, il faut encore justifier, il faut rentrer dans toute la paperasse de l'entreprise pour pouvoir ressortir que vous êtes actionnaire, pour qu'on vous établisse à nouveau ces titres. À côté de cela, il y a quoi? Le risque de vol, il est plus élevé. On vous vole facilement ce qui est en main, contrairement à ce qui est conservé dans un ordinateur. Au moins, là, on est d'accord là-dessus. Donc, quand on parle de sécurité, c'est beaucoup plus dans ce sens-là. Et vous imaginez quelqu'un qui est actionnaire et qui détient environ 500 000 titres, parce qu'il y en a qui ont suffisamment d'avoir, il faut de la qui ont place. 500 000 titres. On va vous fabriquer un titre qui va de 1 à 500 000. Vous imaginez ce qu'il vous faut en termes d'espace pour conserver ça et pour être sûr que vous allez bien les conserver. Déjà à la maison, s'il y a des intempéries, s'il y a des souris, s'il y a un incendie ou s'il y a quoi que ce soit, il faut penser à dire, ah, où est-ce qu'ils sont mes titres, il faut que j'aille les chercher et tout, et tout, et tout, et tout. Donc quand on parle de dématérialisation, on pense à sécuriser ces aspects-là. Parce que vos 500 000 titres, vous les avez dans un seul compte titre. Dans la dématérialisation, on ne parle plus de titres, mais plutôt de compte titres. C'est un compte titre qui conserve tous vos 500 000 titres, par exemple. Et là, vous voyez que la sécurité est bien plus accrue. Et si vous avez un système, un outil dédié, ou bien si vous allez chez un teneur de compte conservateur, là, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles tranquillement. D'accord. Alors, c'est le 500 000 titres qui me fait un peu sourire. Si j'ai 500 000 titres, et parce que j'ai un souci, je veux vendre, comment ça se fait? On va encore rédiger, par exemple, 100 pour donner à quelqu'un? Comment ça se passe? Oui. Là, il faut revenir justement sur la différence entre l'action nominative et l'action au porteur. D'accord. Si vous avez 500 000 titres et que tous les 500 000 sont nominatifs, alors vous allez céder, je vais dire quoi? 100? 100, ouais. De 1 à 100. Il faudrait qu'on fasse une retranscription dans le registre des actions, qu'on modifie que les premiers titres qui étaient numérotés de 1 à 100 passent d'un actionnaire X à un actionnaire Y. Ça veut dire que... C'est écrit à la main? Bref, ça se fait dans le canevas de fabrication de titres. Des titres, d'accord. En fait, je n'ai pas précisé, mais les titres physiques, il y avait une certaine calligraphie qui les entourait. Ce n'était pas des papiers lambda. Vous voyez un peu comment est-ce qu'on fabrique les billets, les papiers fiduciaires. D'accord. Ce n'est pas un simple format que vous allez prendre, vous allez écrire 10 000 francs dessus, et puis vous allez sortir, acheter tout ce que vous voulez. Donc les titres répondaient aussi à ce canon-là.
il y avait une certaine beauté qui les encadrait, il y avait une calligraphie, ça se faisait dans des imprimeries. Donc si vous avez accédé sans action nominative, il faut modifier le nom parce que l'action nominative porte le nom du titulaire. Donc là, il faut modifier le nom de cet actionnaire-là sur la quantité de titres qui sera cédé. Par contre, lorsque le titre est au porteur, on va tout simplement prendre la quantité qui est cédée et donner au porteur. Parce que les titres au porteur, eux, ils sont anonymes. Ils ne contiennent pas le nom de celui qui les détient. Donc, pour prouver que vous êtes actionnaire dans une entreprise et que vous avez un titre porteur, il faut juste vous présenter auprès de l'entreprise avec ce titre porteur-là. Très bien. Alors, on comprend bien que cette dématérialisation concerne les sociétés anonymes et les sociétés par action. Oui. Alors, quels sont les enjeux pour ces dernières en dehors de la digitalisation? On a bien compris que l'enjeu premier, c'est alléger. Quel est l'autre enjeu qu'il y a derrière cette dématérialisation? Cette dématérialisation, oui. La dématérialisation a été consacrée pour les sociétés par action, donc comme je disais, les sociétés anonymes et les sociétés par action simplifiées. Le premier enjeu, pour moi, c'est déjà la transparence, l'incitation aux investissements. Puisque à l'échelle internationale, la société par action est la première vue. Elle est considérée comme la société par excellence dans laquelle tout investisseur veut placer de l'argent. D'accord. Donc, quand on parle de dématérialiser, ça implique une certaine transparence. Non seulement dans la constitution de la société, mais également dans son fonctionnement. Parce qu'on sait exactement qui détient quoi et qui fait quoi de ses actions. Lorsqu'il y a des opérations sur titre, les opérations sont bien suivies. Non seulement par le biais du registre des actions, mais également au moyen de, de l'outil dédié qui a été mis en place pour la gestion des titres dématérialisés. Donc, il y a déjà ce premier volet-là, pour lequel je dirais que c'est un enjeu assez concret. En plus, quand on parlait tout à l'heure de sécurité, il y a la protection des actionnaires. Lorsque vous avez dématérialisé vos titres, vous êtes certain qu'ils sont bien conservés. Bon, je vais dire, lorsque vous avez pris la peine de bien suivre le processus, que ce soit de la codification jusqu'à l'inscription en compte des titres, et que là, vous êtes certain que vos titres sont bien conservés, vous êtes sûr que ces titres-là ne seront pas attaqués. Parce que quand les titres sont conservés, il y a un document qu'on appelle attestation de propriété qui est remis à l'actionnaire ou à chaque actionnaire. Donc, le deuxième enjeu majeur, et j'aime bien le ressortir, c'est notamment dans les limites à la fraude dans les réserves successorales. Parce que si vous voyez le schéma de constitution des entreprises que je vous ai présenté tout à l'heure, où je vous faisais comprendre que les titres ne sont pas remis aux individus, lorsque quelqu'un décède, il est très difficile d'attester qu'on est, bon, pas qu'on est, parce que je suppose qu'il n'est plus là, le propriétaire des titres est déjà décédé. Ces ayants droit, comment est-ce qu'ils vont réussir à justifier que notre ascendant avait telle quantité de titres ou pas, lorsqu'ils étaient physiques et qu'ils n'étaient pas délivrés? Par contre, lorsqu'on a dématérialisé déjà et que c'est bien conservé, à partir de l'attestation de propriété, on peut retracer, rentrer soit dans l'application, soit rentrer auprès du teneur de compte conservateur pour dire, bon voilà, son attestation de propriété qui était à date, et ça évite qu'il y ait des guerres à couteau tiré entre les différents ayants droit, et même pour le bon fonctionnement de l'entreprise, on sait exactement qui avait quoi est situé où. Est-ce qu'on doit comprendre que certaines familles de manière industrielle qui se disputent aujourd'hui, est-ce que ça peut venir de là? Est-ce qu'on peut se dire que c'est la source un peu, que ces sociétés-là n'avaient pas les titres? Bon, moi, vraiment sans hésiter, je dirais oui, parce que, comme on dit, tout ce qui se conçoit clairement s'énonce facilement. Même si vous hésitez un peu? Bon, je ne vais même pas dire que j'hésite, mais c'est juste que quand c'est clair, vraiment c'est clair. Quand c'est transparent, c'est transparent. Quand on dit dématérialiser, ça implique la transparence. Donc, s'il y a ce tiraillement-là aujourd'hui, ça montre déjà une défaillance quelque part oui, dans le fonctionnement et même la création de ces entreprises-là. Parce que si elles avaient dématérialisé, ou bien si elles avaient même pris la peine d'émettre des titres matériels et que ces titres étaient bien conservés, il aurait suffi de ressortir ces titres-là et de faire une certaine comptabilité pour dire, bon voilà, à hauteur de tel,
tel détient tant. Et là, on comprend vraiment que ça c'est une sonnette d'alarme pour les autres qui ne sont pas mis en règle, que ce soit sur le plan matériel ou immatériel, de dire, bon voilà, pour éviter ces désagréments-là, il faudrait vraiment qu'on se lance. D'accord. Alors, en dehors de... Vous avez parlé de la digitalisation, la dématérialisation implique la digitalisation, donc Internet. Est-ce qu'on a mis cet enjeu aussi en avant? Parce que selon les chiffres, en 2021, on a 34% au Cameroun. Est-ce que ceci ne peut pas aussi être un frein à cette dématérialisation-là? La couverture Internet, oui, la régularité, la sûreté, est-ce que ça ne peut pas être aussi un frein à cette dématérialisation? J'ai envie de dire que, avant de penser dématérialisation, est-ce qu'on ne devait pas penser bonne couverture Internet avant? Oui. Là, sur le coup, je dirais non. Parce qu'il y a une différence entre avoir juste des titres dématérialisés et avoir des titres dématérialisés sur le marché. Sur le plan juridique, ou je vais dire technique, il y a ce qu'on appelle les valeurs mobilières cotées et les valeurs mobilières non cotées. Expliquez-nous. Voilà. Les valeurs mobilières cotées, ce sont celles qui vont sur la bourse, sur le marché officiel. Aujourd'hui, avec la fusion des bourses qui est intervenue en 2019, on parle de la BVMAC. Parce qu'à une certaine époque, il y avait deux bourses. La DSX au Cameroun. Il y avait Douala Stock Exchange. Voilà, Douala Stock Exchange au Cameroun et la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale au Gabon. Donc en 2018, cette fusion est intervenue. Et la bourse des valeurs, c'est le marché financier sur lequel s'échangent ou se cèdent les valeurs mobilières. Et lorsque les valeurs mobilières arrivent sur la bourse, alors elles sont cotées. Et pour qu'elles y arrivent, il faudrait qu'elles soient dématérialisées. Parallèlement, on a ce qu'on appelle les valeurs non cotées, c'est-à-dire les valeurs qui circulent, sur lesquelles il y a des opérations, mais qui ne vont pas sur la bourse. Et la particularité de la bourse, donc, c'est cette couverture Internet-là, parce que la bourse, il faut une bonne couverture Internet. Elle est carbure Internet. Ce n'est pas juste des opérations comme ça où on va vous faire une session juste à partir d'une clé USB ou bien à partir d'un Bluetooth ou infrarouge. Non, là-bas c'est différent. Et c'est à ce niveau qu'il faut une bonne couverture Internet. Et quand on prend la loi de 2014 qui rend obligatoire la dématérialisation, c'est aussi bien pour les titres cotés que pour les titres non cotés. Et la majorité de nos sociétés au Cameroun, ce sont des entreprises qui émettent des valeurs mobilières non cotées, donc qui ne vont pas sur la bourse. Ça suppose donc qu'on n'a pas forcément besoin d'une couverture Internet de haute résolution pour enclencher le processus et pour le finaliser. Puisque les trois séquences dans l'opération, c'est déjà d'aller à la caisse autonome pour la codification de l'émission et l'inscription en compte. Et, laissez-moi vous dire, le dépositaire national qui est la caisse autonome d'amortissement a suffisamment de ressources pour centraliser l'ensemble des titres des sociétés par action camerounaise. Une fois que les sociétés ont fini avec ces étapes-là, elles procèdent à la collecte des titres physiques qu'elles remettent également aux dépositaires. Ensuite, maintenant, il faut procéder à l'ouverture des comptes et titres aux actionnaires. Ce qui se fait soit de façon interne, soit de façon externe. Je veux dire quoi? Vous avez le choix, la société, de conserver vos titres vous-même, mais au moyen d'un outil dédié. D'accord. Soit vous conservez en externe auprès d'un teneur de compte conservateur, et ces teneurs de compte conservateurs ont un agrément. Donc ça suppose que si vous allez là-bas chez eux, vous êtes déjà garanti que vos titres seront bien conservés. Je m'arrête à ce point-là d'abord. Oui. C'est la caisse autonome qui est dépositaire central. Est-ce que ça ne pose pas problème aussi, sachant que la caisse autonome d'amortissement est une administration, c'est un démembrement de l'administration. C'est-à-dire que moi je suis société anonyme, pourquoi je devrais aller garder ça là-bas? Est-ce que ça ne pose pas déjà problème? Ben voilà. Non, pas du tout. Si on reprend le schéma que je viens de... Pourquoi elle est unique? Est-ce que ça veut dire que d'autres, il ne peut pas avoir d'autres sociétés dépositaires? Non. Il ne peut vraiment pas y avoir. Là, je suis catégorique là-dessus. Si on reprend dès le début, je vous ai parlé de l'OICV, l'Organisation internationale des commissions des valeurs, qui dit que les titres doivent être largement immobilisés, dématérialisés, transférés par passation d'écriture
auprès des dépositaires centraux. Okay. Donc, c'est pour dire qu'il y a une entité qui est habilitée à gérer les titres d'une société, ou je vais dire d'un État donné, soit d'un État, soit d'une communauté. Okay. C'est une seule entité. Parce qu'il ne faudrait pas que les titres soient éparses. Qu'on retrouve des titres ici et on retrouve là. Et il faut bien comprendre que dans la dématérialisation, on a deux planchers ou deux étapes. La première qui est la codification de l'émission. Quand on parle de l'émission, c'est l'ensemble des titres d'une société. Et à côté, on parle des comptes et titres. Les comptes et titres, eux, sont individuels. Si on prend le cas de figure d'une société anonyme qui a émis 1000 titres, le dépositaire central est l'entité qui est chargée de centraliser les 1000 titres. Ensuite, ce que la société doit faire, c'est de redistribuer les 1000 titres à chacun de ses actionnaires, que ce soit donc par la conservation en interne ou la conservation en externe, comme j'expliquais tantôt. Ça suppose donc que s'il y a 2 ou 3 actionnaires, bon, allons sur la base de 2 actionnaires, chacun à 500, la caisse autonome conserve l'ensemble des 1000 et la société se charge de dire, voilà, actionnaire X à 500 et actionnaire Y à 500. Toujours est-il qu'il faudrait qu'il y ait équivalence entre la quantité de titres qui sont conservés par la société et la quantité qui est conservée chez le dépositaire central. Et le dépositaire central, dont sa compétence est nationale ou communautaire. Dans le cadre de la CEMAC, pour la petite précision, nous avons un dépositaire central qui est actuellement, à titre transitoire, la BEAC, qui s'occupe beaucoup plus des titres cotés. Et nous avons le dépositaire national au Cameroun qui est la Caisse autonome d'amortissement. Si vous avez même remarqué, depuis je prends la peine de dire dépositaire national, c'est pour éviter l'imbroglio entre les deux consonances. Puisqu'on a un dépositaire central qui est la BEAC, et ce serait redondant de parler encore de dépositaire central sur le plan national. Mais toujours est-il que c'est cette entité qui est habilitée à conserver l'ensemble des titres d'un territoire donné. D'accord, j'insiste. Oui. Disons que c'est dépositaire national. Oui. En cas de... Ou alors, elle est tellement parfaite qu'on ne pourrait pas avoir de couac. Et s'il y a couac, où est-ce que l'entreprise devrait se plaindre? S'il y a couac, vous avez dit qu'elle carbure à l'Internet. Je ne sais pas, il peut y avoir un bug quelque part et on ne retrouve plus X ou Y titres. En fait, on se plaint où? Quand on parle de se plaindre, on va se retourner vers l'État. Mais quand on a adopté la loi sur la dématérialisation des valeurs mobilières au Cameroun, en 2014, l'entité qui était chargée de veiller au bon fonctionnement, c'était la Commission des marchés financiers. Là, on n'avait pas envisagé une fusion des bourses, puisque nous en sommes en 2014 et la fusion intervient 5 ans plus tard, en 2019. Donc s'il fallait ou que des entreprises se plaignent de quoi que ce soit, elles se seraient retournées auprès de la Commission des marchés financiers. Mais avec la fusion des bourses aujourd'hui, la CMF a disparu, parce qu'étant régulateur sur le plan national, et la Commission de surveillance des marchés financiers, la COSUMAF, qui était régulateur sur le plan communautaire, il a fallu qu'on retienne une entité pour la fusion. Donc, on a dû supprimer la CMF pour ne conserver que la COSUMAF. Ce que je pourrais dire, de fait, c'est que s'il faille que les entreprises se plaignent d'un couac auprès de la Caisse autonome d'amortissement, ce serait déjà une première direction vers le ministère des Finances. Parce que la Caisse autonome est une entité qui dépend du ministère des Finances. Et s'il faut aller à l'échelle de la gestion des titres, on pourrait maintenant avoir un recours auprès de la COSUMAF, mais là, vraiment, ce serait très limité. Et pour éviter aussi un conflit de souveraineté, la première chose, vraiment, ce serait de voir avec le MINFI. D'accord. Je vais encore un peu insister. Oui. Alors, la Caisse autonome, elle s'occupe aussi, vous allez me dire si je fais fausse route, hein, elle s'occupe également de la dette publique. Oui, tout à fait. Et c'est elle qui va encore s'occuper des actifs des entreprises, qui parfois sont clients de l'État. Est-ce que ce n'est pas un peu flou? Non, pas du tout. En fait, il n'y a même pas de conflit dans les deux. La Caisse autonome rentre dans les missions de sécurisation des titres. Parce que quand on dit dématérialiser, ça répond à un process. D'accord. Si vous dématérialisez un process, alors vous n'êtes pas en train de le faire. Et la Caisse autonome s'inscrit dans la première chaîne, en amont, pour dire, bon, pour dématérialiser, il faut qu'on centralise d'abord. Ce qu'elle fait donc, c'est de centraliser les titres. Donc pour dire, comme ces titres sont électroniques,
Nous les conservons déjà à notre niveau. Okay. La caisse autonome n'intervient pas elle est dans la juste là gestion. en conservateur. Elle est, je vais dire quoi, conservatrice. Elle est juste là pour centraliser. D'accord. Et pour s'assurer que les titres qui sont conservés chez elle sont équivalents à celles qui sont conservées au sein des entreprises. Okay. Elle n'interfère pas dans la gestion des titres au sein des entreprises. Non, ça pas du tout. Donc, s'il y a une opération, une transaction, s'il y a par exemple augmentation de capital, vous saisissez la caisse autonome, vous leur dites, on a augmenté notre capital. Vous n'avez pas besoin de leur aval pour dire, non, on veut augmenter notre capital, est-ce que vous pouvez nous donner l'aval, est-ce que vous allez venir voir? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ça. D'accord. Alors, sachant donc les enjeux de cette dématérialisation, est-ce que vous ne pensez pas quand même quelque part qu'il faut, je vais insister, hein, est-ce qu'il ne faut pas quand même réunir, ou alors est-ce que ce sont les sociétés qui doivent vous faire la demande pour être bien outillées sur cette loi-là, qui vous-même vous dites elle n'est pas complètement claire? Il y a des petits endroits obscurs peut-être qui justifient la réticence de certaines entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité donc de faire comme des sensibilisations, puisque les enjeux ont même un impact sur l'économie nationale? Est-ce que ce n'est pas important de sensibiliser ces sociétés-là, leur préciser, leur expliquer tout doucement le bien fondé de cette dématérialisation-là? Oui, bien sûr que c'est important. C'est très important, c'est même primordial de sensibiliser. Bon, pour revenir un peu sur la loi n'est pas aussi obscure que ça. C'est juste que nos sociétés ne comprennent pas la loi parce qu'elles n'ont pas vraiment expérimenté déjà la gestion matérielle. Elles n'ont pas vraiment fait la différence entre les différentes formes de titres. Les titres nominatifs, les titres porteurs, bon, il n'y en a que très peu qui connaissent même déjà la nomenclature des valeurs mobilières. Quand on parle d'actions ou d'obligations, depuis même qu'on parle sur ce plateau, on n'a même pas parlé d'obligations. Et pourtant, ça existe. C'est parce que l'économie camerounaise est beaucoup plus centrée sur les actions. Donc vous voyez déjà un peu, je vais dire quoi, l'acculturation financière qu'il y a en termes de titres, qui fait en sorte que quand ces entreprises-là prennent la loi, elles ont l'impression que c'est un piège. Et du coup, elles trouvent que c'est obscur. Mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas ça du tout. C'est qu'il aurait déjà qu'on soit dans le bon mécanisme, la bonne compréhension, la bonne approche de ce que c'est qu'une société par action, pour comprendre ce que c'est la dématérialisation, pour bien interpréter la loi et pour se conformer au processus. Pour ce qui est des sensibilisations, la caisse autonome, qui est l'entité dans laquelle j'ai eu à faire plusieurs passages depuis 2017, a eu à faire pas mal de séminaires. Je me rappelle déjà de 2 ou 3 grands séminaires qui ont été organisés, que ce soit à Yaoundé, à Kribi, à Douala. Et à l'époque même, quand on adoptait cette loi-là, la caisse autonome, qui jouait le rôle de dépositaire central, était encore basée ici, à Douala, juste là à côté, à l'immeuble Soka. Et ce que la caisse autonome faisait, c'était les portes ouvertes. Elle recevait toutes les entreprises qui avaient besoin d'informations à ce sujet. Et là, je ne vais pas vous mentir, j'étais témoin. Donc, toutes celles qui avaient un hic, les portes étaient ouvertes et les entreprises pouvaient venir s'enquérir pour dire, bon voilà, c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit comprendre, est-ce que c'est un piège? Déjà, non, ce n'est pas le cas. Il y a eu cette tolérance-là, ces séminaires, ces sensibilisations, tellement de fois, qu'à un moment donné, on a dit, ben voilà, nous sommes rendus à 7 ans. On pense que ça, c'est vraiment le moment de frapper. Mais toujours est-il que, étant donné que ce n'est pas, je ne vais pas prêter de mauvaise foi à nos chères sociétés, on pourrait encore insister un temps soit peu sur quelques séminaires, parce qu'avec les sanctions fiscales qui s'appliquent déjà et les sanctions financières qui sont à venir, il y a déjà pas mal d'entreprises qui s'intéressent, qui veulent comprendre et qui s'arriment tant bien que mal à cette opération-là. D'accord. Parlez-nous des opérations de transfert de compte à compte. De quoi il s'agit exactement? Le transfert de compte à compte, c'est le virement. Virement de compte à compte. Comme un transfert OM. Ou un transfert mobile money. Je vais dire mobile voilà, money pour ne pas faire un transfert mobile money. Pour dire, bon, j'ai de l'espèce dans mon téléphone. Vous avez votre téléphone également. Je vous transfère de l'argent. Mais pour cela, il faudrait que vous comme moi ayons
un compte mobile. Parce que sans compte mobile, il n'y a pas de transfert. C'est exactement le même schéma avec le virement de compte à compte dans les valeurs dématérialisées. D'accord. Et pour cela, ça suppose qu'un actionnaire a un compte et titre, comme je précisais, et qu'un actionnaire B a son compte et titre. De telle enseigne que s'il y a une cession ou une vente, le virement va d'un compte A à un compte B. Et il y a cette opération qu'on appelle débit-crédit. Voilà, tout simplement. Donc, on débite A pour créditer B. C'est ça l'opération de virement de compte à compte. Est-ce qu'il y a un délai? Et est-ce que les entreprises sont informées de ce délai-là? Le délai pour le transfert. Pour le transfert. Généralement, le virement de compte à compte intervient dans les opérations. Il n'y a de virement de compte à compte que si vous avez sollicité un achat ou bien si vous souhaitez faire une cession. Donc là, ça intervient dans les mécanismes de gestion des titres. Donc les délais n'interviennent qu'une fois que vous avez par exemple validé une opération de vente ou d'achat. Oui. Et dans le virement de compte à compte, je dirais que le transfert de propriété, tel que prévu par la loi, il est instantané. Donc une fois que les titres sont passés d'un compte A à un compte B, alors il y a transfert de propriété. D'accord. À vous entendre, on a l'impression que la dématérialisation n'a que des avantages. Est-ce qu'elle n'a pas quand même un ou deux petits inconvénients là? Est-ce qu'il n'y a pas quand même 2 ou 3 trucs qui n'ont pas été bien ficelés et qui rendent cette dématérialisation là pas très intéressante? Ce que je pourrais critiquer à la dématérialisation, c'est tout ce qu'on pourrait critiquer au numérique. D'accord. Donc, s'assurer vraiment d'avoir pris toutes les dispositions pour se prévaloir, se prémunir des pirates, piratage, virus et tout ce qui va avec, au hackage et tout ça, au hacking. Voilà. Mais à défaut de ça, vraiment, tel que nous vivons dans un monde numérique et digital, on voit déjà les bienfaits d'un transfert ou d'une opération mobile money. On voit aussi les inconvénients. Les inconvénients, si on demande de citer les inconvénients, je pense que beaucoup de personnes auraient du mal à trouver des inconvénients. Il y a beaucoup d'inconvénients au digital aussi. C'est-à-dire que tout le monde a accès à tout et fait n'importe quoi avec cet accès libre-là. Oui, en fait, tout le monde a accès à tout quand ce n'est pas bien sécurisé. C'est ça le problème. Sinon, quand vous êtes dans un transfert mobile money, et que vous avez bien pris la peine de suivre votre opération, si vous n'êtes pas par exemple trompé du numéro du destinataire, il n'y a pas de chance que votre transfert n'arrive pas à bon port. Et si vous êtes trompé du numéro du destinataire, alors là, je ne sais pas à qui on va imputer la faute, ce sera certainement pas l'opérateur, mais ce sera à l'individu. Donc on pour dire que quand une société s'engage dans le processus de dématérialisation, il faudrait qu'elle s'assure de suivre les bons mécanismes pour sécuriser ce titre. Donc, qu'elle suive déjà méticuleusement la loi et qu'elle fasse recours à un expert ou un teneur de compte conservateur pour s'assurer que ces titres seront bien protégés. De telle enseigne que s'il y a une faille, qu'elle sache exactement vers qui se tourner. Donc là, c'est ce que je peux dire. Je veux me mettre un peu à la place de quelqu'un qui a une société. Hein. Oui. Est-ce que ce n'est pas trop théorique? C'est-à-dire que j'ai envie de dire, ouais, ça c'est tout ce que vous avez appris à l'école et ceci. Est-ce que sur le terrain, vous pouvez matérialiser cela? Parce que le propriétaire d'une société peut se dire, bon, vous parlez parce que vous n'êtes pas à sa place, vous dites autant de belles choses parce que vous n'êtes pas dans ses souliers. Est-ce que ce n'est pas un peu trop théorique ou alors, oui, trop théorique et ça ne reflète pas la réalité sur le terrain? Peut-être qu'il a d'autres contraintes sur le terrain qui l'empêchent d'aller vers cette matérialisation-là. Bon, pour vous répondre, je vais aller sur 2 plans. Déjà, sur le cadre législatif, sur le plan législatif, il y a un processus d'élaboration de la loi. Quand on élabore la loi, le législateur, quand il prend la peine d'élaborer une loi, il vérifie déjà l'environnement dans lequel il se trouve pour élaborer une loi. Donc c'est pour vous dire que lorsque vous avez une loi à terme qui a été adoptée, ça suppose que on a quand même pris en compte, on a fait le tour de la chose. On a fait le tour de la chose pour dire, bon voilà, on peut sortir une loi sur telle chose. Si on dit qu'on dématérialise et qu'on rend obligatoire, déjà ça ne part même pas seulement de l'État camerounais, ça remonte à l'OADA, ça remonte à l'OICV, mais on a vu qu'au Cameroun,
on pouvait encadrer et on pouvait mener cette opération à bien. Donc ça, c'est la première chose que je peux dire. Mais la réalité a ces choses que la théorie n'a pas toujours. Parce que, comme on dit, pratique et théorie ont toujours été des éternels opposés. Et j'ai fait le terrain. Il y a assez de difficultés quand même. Il y a assez de difficultés. Parce qu'il n'y a pas que des entreprises qui n'ont pas fabriqué des titres. Il y en a même qui ont fabriqué des titres, mais les actionnaires ont perdu les titres ou bien on les a volés. Il y a ces difficultés comme ça qui remontent parfois. Dans certaines entreprises, même on veut dématérialiser, mais les titulaires sont décédés. On ne sait même pas qui sont les ayants droit. Il y a toutes ces difficultés-là dans les entreprises, mais il faudrait qu'elles sachent qu'il y a des solutions. Ouais, comment sortir donc de là, de tout ce que vous citez là? Il y a des solutions à chaque cas d'espèce. Et ce sont des solutions qui ne peuvent pas être étayées sur un plateau comme ça parce que ce serait vraiment long. Parce que s'il faut prendre au cas par cas, alors là, c'est rentrer carrément dans le cadre de... Moi, je m'en tiens juste peut-être à ceux qui sont décédés. Oui. On s'arrête juste à ceux-là pour comprendre. Oui. Quelle est la solution à prendre? Il n'y a pas eu... C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de titre. Rien n'a été fait de façon normale. Maintenant, l'ayant droit est décédé. Ou alors le propriétaire est décédé. Comment les ayants droit font donc pour avoir une solution au problème? Bon, là, ce que je pourrais dire... Sachant que parfois, nous ne faisons pas, nous ne pensons pas à faire peut-être les testaments et les autres. testaments, tout à fait. Ça, c'est la gestion matérielle. Ce sont vraiment les complications de la gestion matérielle. Donc là, il faudrait déjà, dans un premier temps, essayer de réunir tous les acteurs qui ont concouru à la création de la société donnée. Ouais. Donc déjà, les notaires, essayer de voir les administrateurs de la structure, les gestionnaires, passer par eux pour essayer de faire une comptabilité méticuleuse de ce qui a été fait, voir déjà les comptes courants, les dividendes qui ont été perçus en évaluant par rapport aux valeurs nominales, etc., etc., pour avoir un estimatif des avoirs de QGIS. Et à partir de là, quand on pourra déjà inventorier l'ensemble de ces certificats, on procède maintenant à la dématérialisation pour éviter de retomber dans le même problème à l'avenir. D'accord. Ça, c'était justement pour, s'il y a des familles qui sont dans cette situation-là, savoir comment faire à ce moment précis. Voilà, disons que ça, c'est juste une esquisse. Hein. Oui. Voilà, ça, c'est une esquisse de solution pour les sociétés qui sont, les familles qui sont dans cette situation-là. Très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé de... Nous avons beaucoup parlé d'action, mais pas d'obligation. Oui. Éclairez-nous donc sur la partie obligation. En fait, on ne parle pas beaucoup d'obligations parce que beaucoup d'investisseurs évitent de prendre plutôt des créances sur des sociétés. Beaucoup préfèrent, pour des raisons qui leur sont propres, entrer directement dans le capital. Oui, mais les obligations, comme je disais tantôt, c'est ce qui vous permet d'avoir un droit de créance sur la société. Donc, c'est pour dire simplement, c'est comme prêter de l'argent à quelqu'un et puis on vous remet un document qui atteste que vous avez prêté de l'argent. Et maintenant, on peut procéder soit par remboursement sur des échéances, soit à partir des dividendes. Donc, tout dépend de la façon dont vous aurez décidé d'encadrer ces obligations-là. Est-ce que ce n'est pas plus dangereux? En fait, peut-être qu'il faut être... La société doit déjà être viable. Tout à fait, c'est autant de choses. Est-ce que ce n'est pas plus dangereux? C'est encore mieux d'entrer dans le capital. Mais je ne dirais pas que c'est plus dangereux parce que vous savez, il y a des emprunts obligataires des États. Oui. Et aussi bien des personnes physiques que des personnes morales souscrivent. Oui, absolument. Et ce sont des choses qui se font sur des échéances. On souscrit et puis l'État va rembourser, etc. etc. C'est pratiquement le même mécanisme dans les sociétés privées. Mais c'est juste que, bon, pour des raisons, comme je disais, qui sont propres aux investisseurs, ils préfèrent directement entrer dans le capital. Parce que vous savez, les actions, c'est ces avantages que... Il y a des droits extra-pécuniaires, comme je disais tantôt. Donc, vous pouvez participer au vote, vous pouvez avoir des décisions, participer aux assemblées générales, etc., etc. Par contre, les obligations sont un peu plus limitées. On se concentre beaucoup plus sur l'aspect pécuniaire, bien qu'il y ait des types d'obligations qui vous permettent aussi d'avoir certains droits. Action, on voit directement l'action. Tout à fait. Alors que l'obligation, on sent l'obligation. Voilà. Peut-être que ce sont les termes qui ne sont pas très encourageants. Alors, est-ce qu'à ce jour, on peut connaître à peu près combien de sociétés anonymes et sociétés par action simplifiée compte le Cameroun? Est-ce qu'à ce jour, on peut avoir un chiffre estimatif? C'est vrai, pour avoir un chiffre estimatif, il faudrait se rapprocher des entités qui
qui se consacrent à la création d'entreprises. Bon, je pense là au CFCE, voire peut-être avec les notaires, ou encore l'INS, l'Institut national de la statistique. Mais les dernières informations que j'ai, c'était date de 2017. Et le nombre de sociétés anonymes tournait autour de 1200 sociétés anonymes. Et ça, c'était des statistiques que j'avais recueillies auprès de la Caisse autonome d'amortissement. Donc de 2017 à 2021, nous sommes à pratiquement 4 ans. Il y en a certainement qui ont encore été créées. Voilà. Par contre, les sociétés par action simplifiées, c'est vrai que avec le phénomène dématérialisation, ça n'encourage plus beaucoup. Qui disent, bon voilà, on a consacré la SAS pour les jeunes entrepreneurs, les petits investisseurs, puisque le schéma de création est assez simplifié, comme son nom l'indique. Mais une fois que vous rentrez dedans, il faut encore dématérialiser. Je viens avec un petit capital, il faut que, bon, là, c'est le rythme, les chiffres ne sont pas très encourageants. Alors, je parle de chiffres par rapport, parce que je veux un peu m'appuyer sur la dernière sortie du directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, qui a parlé de 530 sociétés codifiées et leur émission déjà prise en charge. Peut-être que là, vous devez bien nous expliquer, parce qu'il dit 190 ont collecté et déposé leur certificat physique de titre. Oui. Est-ce que ça veut dire que parmi les 530, expliquez-nous bien, hein, c'est juste 180 qui ont fait tout ce qu'il faut? Ou alors, qu'est-ce que nous devons comprendre là-dedans? Bon, ce qu'on peut comprendre déjà, c'est il faut déjà bien comprendre les mécanismes, le process de dématérialisation. D'accord. Puisque le texte les décrive en 3 étapes ou 4, si on va dire. La première qui est la codification de l'émission ou la prise en charge, pour reprendre les propos du directeur général. La deuxième qui est la collecte des titres physiques. La troisième qui est l'ouverture des comptes titres individuels. D'accord. Et la dernière qui est la destruction. D'accord. Parce que 50 ont mis en place les modalités de tenue de compte titres. Tout à fait. Voilà. Ça suppose que si on va sur la base des statistiques de 2017, soit 1200 sociétés anonymes, nous avons 500, il a dit 500 ou 530. 530 qui ont juste fait la première étape, c'est-à-dire la codification de l'émission, dont leurs titres sont pris en charge par la Caisse autonome d'amortissement. Et ça suppose donc qu'il y a un reliquat de pratiquement 700, nous sommes sur 1200, 700 sociétés un peu plus de 700, qui sont dans le vide, qui n'ont encore rien enclenché, donc même pas cette première étape. Donc dans les 500 qui ont fait la première étape, il y a 190 qui ont réussi à collecter les titres physiques de leurs actionnaires et ont déposé à la Caisse autonome. Pour la destruction. Pour la destruction. Donc dans les 500, on a 310 qui n'ont pas encore géré cette étape-là. Bon, maintenant, dans les 190, il n'y en a que 50 qui ont procédé à l'ouverture des comptes et titres. Donc ça veut dire que de façon, grosso modo comme ça, c'est juste 50. On n'a que 50 sociétés qui ont commencé et ont achevé la dématérialisation des valeurs mobilières de leur société. Alors, il précise aussi que la masse critique à atteindre pour passer à la phase répressive avait été fixée à 500 sociétés. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? La masse critique? Oui. En fait, c'était pour dire tout simplement qu'une fois on aura déjà 500 qui sont arrivés auprès de nous. 500 qui n'auront pas terminé, qui auront moins enclenché le processus. Qui auront enclenché, voilà, qui auront déjà pris la peine de venir centraliser leurs titres chez nous. Alors là, on suppose qu'on peut déjà rentrer dans la phase répressive parce que ça suppose que les gens ont été suffisamment informés. Donc on estime qu'il y a de la mauvaise foi derrière et tout. On peut rentrer dans la phase répression. Alors, et quelles sont les sanctions? Quelles peuvent être les sanctions? Alors, quelles sont les sanctions? Non, je vais vous reprendre, pas qu'elles peuvent, quelles sont les sanctions? Parce que les sanctions, elles sont certaines, elles sont écrites noir sur blanc. Oui. Il y a déjà les sanctions financières qui sont prévues depuis 2014, par la loi de 2014. Ces sanctions financières supposent que les sociétés ou les actionnaires qui n'auront pas pris la peine de déposer leurs titres auprès des sociétés pour qu'elles soient dématérialisées, que ces titres-là soient saisis de façon forcée
et qu'elles soient vendues en bourse, on va leur remettre le produit de la vente en bourse. Vous savez qu'en bourse, c'est vendu de façon anonyme. Donc et là, on ne sait pas qui va entrer dans votre capital. On prend vos titres, on va en bourse. Si vous voulez que ça reste une entreprise familiale, alors là, vous aurez péché parce que vous n'aurez pas dématérialisé. On va saisir vos titres, on va aller en bourse, on va vendre ça en bourse là. Celui qui va acquérir va rentrer dans votre capital et vous, on va vous remettre le produit de cette vente. Si on ne parvient pas à vous remettre ça au bout de 30 ans, personne ne revendique, on renvoie le produit à la caisse de dépôt de consignation. Ça, ce sont les sanctions financières. Et une fois qu'on a saisi vos titres pour les vendre en bourse, vous perdez tous vos droits, qu'ils soient pécuniaires ou extra-pécuniaires. Déjà, lorsqu'on vend, les titres ne vous appartiennent plus. Donc, d'office, vous perdrez les droits pécuniaires. Vous n'avez plus de droits aux dividendes. Ensuite, vous n'avez plus les droits extra-pécuniaires. Vous n'avez plus le droit de vote ou quoi que ce soit, vous ne participez plus aux assemblées. Bref, vous êtes exclu de votre société. Que vous soyez le fondateur ou le créateur ou quoi que ce soit. C'est ça les sanctions financières. Et pour parler de ces sanctions, je dirais qu'elles sont assez difficiles à mettre en œuvre parce que c'est vraiment pas de gaieté de cœur qu'il faille enclencher ce genre de sanctions-là. C'est pratiquement évincer quelqu'un de sa chose, pour parler terre à terre. Donc vous voyez entrer dans votre capital, saisir vos titres, aller vendre en bourse, et puis là on vous met sur la touche. Donc c'est quelque chose d'assez délicat et on aimerait vraiment que les entreprises prennent la peine de comprendre le bien fondé de la dématérialisation et se lancent dans le processus. Par contre, à côté, on a ce qu'on appelle les sanctions fiscales. Les sanctions fiscales, elles, n'ont pas été prévues dès le début par la loi. Mais elles ont été ajustées parce qu'on voyait que les entreprises étaient vraiment récalcitrantes, réfractaires, malgré le bien fondé qu'on a présenté, l'utilité de la dématérialisation, le souci de dynamisation de l'économie camerounaise. Elles étaient vraiment en retrait. On a dit, bon voilà, si vous ne dématérialisez pas, on va vous imputer des sanctions fiscales. Ces sanctions fiscales consistent en quoi? Ça consiste tout simplement à annexer une attestation de dématérialisation à votre déclaration statistique et fiscale. Donc, l'attestation de dématérialisation est délivrée par la Caisse autonome d'amortissement lorsque vous avez terminé le processus. Disons, terminer le processus. Au stade actuel, il faudrait terminer le processus. Dans les années 2017 à 2019, quand il y avait encore tolérance administrative, il aurait suffi que vous enclenchiez le processus pour que la Caisse autonome vous délivre l'attestation. Donc, c'était une forme d'encouragement aux sociétés pour dire, bon, voilà, nous ne sommes pas là pour vous mettre les bâtons dans les roues, pour vous battre ou bien pour quoi que ce soit. Commencez le processus, on vous donne l'attestation, vous en accès à votre DSF et puis votre dossier va passer. Puisqu'il faut comprendre que les sanctions fiscales découlent de l'article 30e de la loi de finances de 2019. C'est cet article 30e là qui précise que désormais les sociétés par action sont astreintes à annexer l'attestation de dématérialisation à leur DSF. Faute de quoi, la DSF pourrait être irrecevable. Et si elle est irrecevable, donc, c'est là où les sanctions proprement dites s'appliquent. Donc, il y a des sanctions pour non-dépôt de la DSF qui vont de 250 000 à 5 millions en fonction de la taille de l'entreprise. Et laissez-moi vous dire que pour le moment, c'est ce qui agite un peu les entreprises. Parce que quand elles voient ça, elles disent non, je vais payer tel montant. Pourquoi? Autant m'arrimer, autant me conformer. Mais ce que je peux ajouter par rapport à ces sanctions-là, ce serait de dire, il serait préférable que les entreprises, excusez-moi, dématérialisent pour éviter les sanctions financières. Parce que pour moi, ces sanctions-là sont les pires. Puisque les sanctions fiscales, elles impactent, je vais dire quoi, le budget de l'entreprise, pas l'actionnaire. Par contre, les sanctions fiscales, financières, elles touchent l'individu qui est l'actionnaire. Donc, si vous percevez un peu la nuance, voilà, c'est un peu ça. Puisque lorsqu'on sanctionne la société pour non-dépôt de la DSF, c'est la société qui paye les amendes. Ce n'est pas l'actionnaire. C'est la société qui supporte les amendes. L'actionnaire continue d'être actionnaire. Par contre, si on met en œuvre les sanctions financières, où on vous retire vos titres, vous perdez votre statut d'actionnaire. Donc, voilà pourquoi je disais tantôt que les sanctions financières sont bien plus risquées et dangereuses que les sanctions fiscales. Si on s'en tient aux chiffres du directeur général de la Caisse autonome, c'est juste 50. 50, oui. Donc, on imagine un peu toutes les actions qui seront à vendre. C'est ça. J'ai pas envie de dire qu'on va les vendre à qui, parce qu'il y a toujours des acheteurs.
Bien sûr. Est-ce que ce ne sera pas aussi un peu, j'ai envie de dire, quand on crée parfois des entreprises, c'est pour qu'elles restent nationales. Je veux dire, si on a un investisseur étranger qui entend que des actions sont vendues aux enchères, il peut venir acheter. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un peu le côté national qui va être un peu ébranlé là? C'est vrai qu'il y a ce risque que le côté national soit ébranlé, mais les acheteurs ne sont pas toujours internationaux. Il y a aussi beaucoup d'acheteurs sur le plan national. Tout à l'heure, je parlais des emprunts obligataires. Si vous avez déjà eu à voir comment se passe un emprunt obligataire de l'État du Cameroun, vous allez voir que tous les obligataires, les souscripteurs, ils sont camerounais. Hein. Les ménages et les sociétés, la majorité sont des Camerounais. La majorité sont des Camerounais. Donc moi, je pense que si il y a ce processus de vente forcée là, il y aura pas mal de Camerounais qui vont acquérir les titres. Il y a le risque que les internationaux entrent dans le capital, mais déjà à la base, il y a des lois qui protègent l'investissement national. Okay. Voilà. Donc, ce sera quelque chose qui sera vraiment encadré aussi. Ça va aller sur la bourse, mais en sachant que bon, on sait qui peut prendre quoi, qui va prendre quoi, et à qui sur le marché, comment est-ce qu'on peut encadrer, etc. Donc, ça ne sera pas pris à la légère. D'accord. Peut-être qu'il faut bien nous préciser les modalités de vente et peut-être plus loin, sécuriser ces titres-là. Je veux dire que des sociétés ont été sanctionnées parce qu'elles n'ont pas dématérialisé. Ceux qui achètent ces titres doivent obligatoirement aussi les dématérialiser. Bon. Sauf si en vendant, ils sont déjà dématérialisés. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Ok. Est-ce qu'il y a des modalités de vente? Des modalités de vente? Oui, quand on décide donc de vendre aux enchères. Bon, en fait, ce ne sera pas une vente aux enchères. Ce sont les mêmes mécanismes qui s'appliquent sur la bourse. La vente forcée, pardon. En fait, quand je dis vente forcée, c'est juste pour dire qu'on rentre dans votre capital et puis on va saisir les titres. On va évaluer, je vais dire quoi, examiner, voir le cours de votre valeur nominale. Puisque avec le temps, la valeur nominale de titres grandit. Il y en a qui partent de 10 000 à 50 000 ou à 100 000. Donc, au moment de la vente, ce sont ces paramètres-là qu'on va prendre en compte pour savoir à quel prix exactement il faut les placer sur la bourse. Donc, et c'est à ce prix-là que les acheteurs devront acquérir ces titres-là. Parler de forcer, c'est pour dire qu'on va rentrer dans votre société sans votre consentement pour saisir vos titres. Mais les mécanismes de vente seront les mêmes qui sont appliqués sur un marché financier. Tout simplement. Est-ce qu'on peut dire que la remontée, parce que selon les chiffres relevés par le quotidien Éco-Matin, oui, il y a eu 2015-2018, c'était pas trop ça, c'était un peu mitigé. Rebond en 2019, mais il y a eu quand même aussi une légère baisse due au coronavirus. Et 2021, il y a eu on a ressenti une autre montée. Est-ce que ça, c'est dû au fait que désormais, il faut annexer l'attestation de dématérialisation à la DSF? Est-ce qu'on peut mettre ça à l'actif de cet ajustement-là? Dans le cadre de quoi? De tolérance administrative ou bien le fait d'avoir exigé d'annexer? Qu'est-ce qui peut justifier la remontée qu'on a constatée entre 2019, 2020 et 2021? Parce que 2015-2018, selon leurs chiffres, c'était mitigé. Oui. 2019, il y a une légère remontée, mais qui stagne à cause du coronavirus. Des entreprises qui ont pris qui ont décidé de dématérialiser, de se lancer dans le processus. Oui. 2020-2021, on constate une autre légère remontée. Oui. Est-ce qu'on peut mettre cela à l'actif de cet ajustement-là, ou alors c'est que, selon vous, elles ont changé d'avis? Les sociétés? Oui. Bon, déjà, Covid n'a pas vraiment eu d'impact sur la décision des sociétés à se lancer dans ce processus-là. Disons que Covid a même plutôt refroidi des sociétés parce que avec les chiffres d'affaires qui étaient affectés, oui, d'où cette baisse qu'on a eue en 2019. Voilà, toutes ces baisses-là, Covid, c'est pas Covid qui est un facteur accélérant pour les sociétés à se lancer. Je dirais plutôt que c'est l'épée de Damoclès qui pesait sur ces sociétés-là, qui les a poussées, je vais dire quoi, disons sous la contrainte à se lancer. Avec la loi de finances de 2019. Parce que c'est cette loi de finances-là qui a été prise en 2018
qui dit en son article 35 qu'il faut désormais annexer. Sinon, vous ne déposez pas votre DSF. Et si vous ne déposez pas votre DSF, vous êtes en cours de subir des sanctions. Donc, quand une entreprise voit un argent supplémentaire qu'elle va dépenser parce qu'elle n'a pas déposé sa DSF, elle dit bon, autant dématérialiser. Toujours est-il qu'on nous a même fait comprendre que ça a ses avantages et tout. Bon, autant se lancer. Bon, voilà, ça nous évite de tomber sous le coup de ces sanctions-là. Et puis, on est en règle. Et puis, bon, beaucoup le disent comme ça, de façon désinvolte. Vraiment, on va faire ça, l'État qui est derrière nous. C'est un peu ça. Donc, c'est ce qui a un peu favorisé les entreprises à se lancer. Et puis, vous savez, dans le monde des entreprises, il y a cette communication-là entre elles, qui fait en sorte que la sensibilisation va même aller d'une entreprise à une autre. Vous savez, les marchés se font entre des entreprises. Et un directeur tel va dire à un autre, mais voilà, est-ce que tu as entendu parler de dématérialisation? C'est même quoi juste? Qu'est-ce que tu me conseilles? Il va dire, bon voilà, on m'a envoyé un courrier de ceci, cela. Moi, je te conseille de le faire et de passer dessus. Tout simplement. Donc, je dirais que c'est cet article 30e là qui a été vraiment un catalyseur pour mobiliser beaucoup d'entreprises à se lancer. D'accord. Est-ce que, parce qu'en mai dernier, le directeur général de la Caisse autonome a annoncé des sanctions, la répression, Oui. au second semestre de 2021. Nous sommes en décembre. Oui. Je n'ai encore rien entendu. Peut-être que vous, qui êtes bien ancré dans le secteur, vous avez entendu cela. Est-ce que c'est toujours dans la tolérance ou alors c'est qu'on se dit, bon, quand même, ce sont des... c'est toute une vie qui est dans cette société, il faut... Et est-ce qu'on aura encore droit à un autre moratoire, sachant que c'est depuis 2014? Bon, là, déjà, je ne saurais me prononcer sur un autre moratoire, mais toujours est-il que l'État n'est pas insensible. L'État n'est pas insensible. On n'oblige pas à dématérialiser pour tuer nos entreprises, mais pour favoriser l'économie, pour que nos entreprises comprennent le bien fondé de cette opération. Donc, voilà pourquoi il y a eu toute cette tolérance administrative-là. Tout à l'heure, vous avez bien fait de parler de Covid, parce que Covid a été un fléau international. Ça a touché les entreprises à tous les plans, et sur le plan national même, on a vu des séquelles, on a vu comment ça a bousculé des entreprises. Donc du coup, même l'État, je vais dire la Caisse autonome, qui est en quelque sorte le bras séculier de l'État pour le bon déroulement de cette opération-là, a évité de faire peser des sanctions. Parce que sur le plan fiscal, même quand on parle de sanctions fiscales, on interpelle encore les entreprises, mais sans avoir vraiment implémenté cela. On n'a pas encore vraiment frappé une entreprise sur le plan fiscal parce qu'elle n'a pas dématérialisé. Et là, je dirais que c'est une tolérance administrative. On n'est pas là pour plomber l'économie. Mais on ne peut pas passer le temps à tolérer et à tolérer. Donc, à un moment, il faudra bien frapper le poing sur la table et dire là, vraiment, ça suffit. Tel que j'ai lu dernièrement dans une interview du directeur général qui disait que on a assez sensibilisé les entreprises, on a assez parlé et la loi, c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Ouais. Mais il faudrait qu'elle se conforme parce qu'à notre niveau, on a fait tout ce qu'on pouvait pour être assez compréhensif, assez patient. Désormais, on va frapper. D'accord. Alors, si une entreprise a été créée, disons, après l'entrée en vigueur de la loi, oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle se comporte? Oui. La loi de 2014-07 dit justement que 2 ans après l'adoption, soit à partir de 2016, les sociétés ne devraient plus émettre des titres dématérialisés. D'accord. Les titres non dématérialisés, physique, oui. Voilà, ou des titres physiques, autant pour moi. Donc on peut dire que lorsque vous créez votre société, après 2014, celle qui se crée maintenant, vous n'avez plus besoin d'émettre des titres physiques. Vous allez émettre des titres dématérialisés. Ça veut dire qu'après votre souscription, vous ne fabriquez plus de titres physiques. On n'a plus besoin de les remettre à l'actionnaire. Vous suivez le schéma classique avec les notaires, le tribunal, RCCM et tout ce qui va avec. Vous souscrivez, ensuite vous allez à la Caisse autonome pour la codification de l'émission. Une fois que vous avez codifié l'émission et que vous avez inscrit en compte vos titres, vous devez procéder à l'ouverture des comptes titres de vos actionnaires. Là, que ce soit en interne ou en externe. Plus de fabrication. Parce que si vous fabriquez les titres physiques, c'est une perte de temps, perte d'énergie et une perte d'argent. C'est un peu ça le schéma de création de nouvelles sociétés par action. Quand
Quand vous dites par action simplifiée par action, peut-être qu'il faut bien nous préciser cela. En fait, généralement, quand je dis par action, c'est pour englober les sociétés anonymes et les sociétés par action simplifiées. D'accord. Oui. Qu'on appelle également émetteurs ou sociétés émettrices dans les textes. Qu'est-ce que... Bon, là, on est déjà presque à la fin de notre émission. Je pense que là, c'est peut-être comme une sensibilisation. Qu'est-ce que une entreprise, une société anonyme aujourd'hui, une SAS, doit... quel cheminement prendre aujourd'hui pour éviter de rentrer demain dans une vente forcée, de façon brève? De façon brève, il faudrait tout simplement que l'entreprise se conforme. Donc, il faudrait, pour moi, je dirais qu'elle doit comprendre déjà le bien fondé de la dématérialisation. En fait, essayer de comparer la gestion matérielle des titres et la gestion immatérielle, se faire accompagner pour bien comprendre déjà la nuance entre ces deux formes de gestion. Bien comprendre déjà pour s'armer pour le processus de dématérialisation. Que les sociétés ne les fassent pas par contrainte, mais parce qu'elles auront compris les enjeux et les avantages du mécanisme, que ce soit pour le bien des actionnaires, que ce soit pour la survie de l'entreprise. Donc, il faudrait qu'elles soient vraiment dans la peau de cette opération-là, de ces biens fondés, et qu'elles enclenchent le processus aussitôt auprès de la Caisse autonome d'amortissement. Parce que la première étape, c'est de réunir les documents qui sont requis et aller faire enregistrer. Sachant que parfois il n'y en a pas. C'est vous qui avez précisé que certaines sociétés n'en ont pas. Oui, peut-être qu'elles devraient commencer par là. Voilà, elles devraient commencer par là. D'encadrer leur société dans le sens propre du terme. Tout à fait. Avoir tous les documents requis, statut, RCCM, carte de contribuable, registre des actions. Pour celles qui se créent maintenant, qui n'ont plus besoin des titres physiques, elles vont directement à la caisse autonome et elles procèdent à l'ouverture des comptes et titres. Parce que le compte et titre aujourd'hui est en quelque sorte la représentation du titre physique. Donc là, quand on parle de titre électronique, c'est parce qu'il y a ce compte et titre-là. Donc ce que je pourrais donc dire, c'est que si vous dématérialisez, vous vous arrêtez à la Caisse autonome d'amortissement, alors vous avez le même problème que celui qui a créé sa société, mais n'a pas donné de titres physiques. Donc si vous n'ouvrez pas les comptes et titres individuels, alors vous avez arrêté la création de votre société à un niveau. Donc vous ne parvenez toujours pas à justifier votre état d'actionnaire dans une société donnée. Donc codifier, comme je vais indiquer à la première phase, sans ouvrir les comptes et titres individuels pour délivrer une attestation de propriété, c'est un processus bancal. Expliquez-nous bien. Oui. Donc, les comptes titres individuels sont en amont ou alors en aval, en aval. En aval. Oui, c'est en aval du dépositaire national. Tout à fait, du dépositaire national. D'accord. La première étape, c'est aller chez le dépositaire. La seconde, c'est de collecter les titres quand on a créé avant 2014. Et la troisième, c'est d'ouvrir les comptes et titres individuels. Donc, quand vous le faites en interne ou que vous le faites en externe, on doit vous délivrer une attestation de propriété qui répond à certaines caractéristiques. Cette attestation va préciser, par exemple, votre nom, vos identifiants, le nombre de vos titres, le code ISIN qui a été délivré par le dépositaire central. Et cette attestation est mise à jour chaque trimestre. Parce que les titres, eux, sont conservés dans un circuit électronique qui n'est pas amovible. Un ordinateur, il est quelque part, c'est une application, c'est un outil. Donc, ce qui va faire foi pour vous en tant qu'actionnaire, ce sera cette attestation de propriété. Donc, si en amont, vous avez commencé avec la Caisse autonome d'amortissement et que vous êtes arrêté là, je prends le cas des 190 ou des 500 qui se sont arrêtés à cette étape-là, alors vous n'avez pas fini le processus. Et dans ce cas, vos actionnaires ne sont toujours pas protégés. Ils n'ont pas de titres en leur possession. Ils ne peuvent pas justifier. On a commencé à la Caisse autonome, oui, mais l'actionnaire, lui, n'a rien du tout. Il n'a pas d'attestation de propriété. On lui a pas ouvert les comptes et titres. Et pour ceux dont on a ramassé les titres physiques, alors ils n'ont plus rien du tout. Les titres physiques sont à la Caisse autonome. On n'a pas ouvert les comptes et titres. On n'a pas d'attestation de propriété. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger à ce niveau-là? Comment protéger les actionnaires à ce moment-là? C'est-à-dire qu'il a enclenché le processus, l'actionnaire n'a rien pour justifier que oui, je suis actionnaire. Il y a un gros danger. Comment il fait pour être protégé à ce moment-là? En fait, je dirais même qu'il n'y a pas de protection à ce moment-là. Il n'y a pas de protection. En fait, c'est un gros danger. Quand on enclenche le processus, il faut le finir. Parce que lorsqu'il est en suspens, c'est un gros danger pour l'actionnaire. Il n'est pas différent de celui
qui a créé sa société n'a pas délivré de titre physique. Ça a même fait l'objet de mon dernier article où j'ai relevé ça. J'ai dit les actionnaires aujourd'hui, ils sont à mi-chemin entre la gestion matérielle et la gestion immatérielle. Parce que tandis que les titres physiques sont déposés à la caisse autonome, les titres électroniques ne sont même pas encore créés dans des comptes titres. Donc, ils sont là au milieu comme ça, dans une sorte de néant. Donc là, ils ne peuvent pas se plaindre, ils ne peuvent pas faire des réclamations, ils ne peuvent rien, ils perdent leur argent comme ça. Ils ne perdent pas d'argent. Ça bloque au niveau de la société. C'est la société qui a la charge d'enclencher le processus de dématérialisation. Absolument. Donc, quand une société dit on va dématérialiser les titres, il faudrait qu'elle ait pris la peine d'asseoir tous les schémas et de dire je commence aujourd'hui, le 1er, je ne sais pas, nous sommes le 2 décembre, le 3, et je finis le 30 décembre. Je commence avec la caisse autonome et au plus tard le 30 décembre, j'ai délivré les attestations de propriété à mes actionnaires. D'accord. Ça, c'est un schéma en bonne et due forme. Très bien, je comprends bien. Mais l'actionnaire, l'entreprise a commencé le processus et n'a pas terminé. Oui. C'est-à-dire l'actionnaire n'a rien pour justifier une quelconque action dans cette société. Il a injecté des fonds. Oui. Comment il fait donc si celui-là ne termine pas le processus et peut-être que demain on est amené à faire une vente forcée? Comment lui fait demain? C'est pour ça que j'ai dit qu'il retrouve récupérer son argent. Il a quand même injecté des fonds. Oui. Entre guillemets déjà, lors du ramassage des titres, il y a ce qu'on appelle l'autorisation de destruction qui est remise à l'actionnaire. Donc, dans cette autorisation de destruction-là, on consigne les caractéristiques des titres qui ont été ramassés pour déposer chez le dépositeur. On précise le code d'usine et il marque sa signature pour dire bon voilà, je suis d'accord pour qu'on détruise mes titres. Donc, au stade actuel, s'il y a un hic, il devra se prévaloir de cette autorisation de destruction pour dire j'ai signé ce document parce que j'avais remis mes titres physiques. Et ce document récapitule l'ensemble des titres de tout actionnaire ou obligataire. Alors là, c'est avis aux actionnaires, c'est à eux de savoir ce qu'ils vont dire peut-être à l'actionnaire majoritaire ou au directeur général pour que le processus soit terminé et que tout le monde, tout le monde soit gagnant. Soit gagnant, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur Fabrice Tchatat, pour ces notions, je dirais, assez complexes quand même pour le Camerounais lambda. Si, je veux dire, si on n'est pas dans une société, directeur général ou actionnaire, c'est difficile quand même à comprendre. Merci Oriane, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'éclairer plus d'un sur ce domaine assez délicat, assez spécial. Mais je pense quand même qu'il faut continuer la sensibilisation. Tout à fait, je suis d'accord aussi pour ça. Il faut continuer la sensibilisation. Merci encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.